C'est une industrie qui aujourd'hui pèse 4% de l'empreinte carbone mondiale. Je parle bien que de la teinture textile. J'ai bossé 25 ans dans cette industrie. Elle est malade, elle doit se régénérer, elle doit se réinventer. Et là, vous dites, là, je tiens peut-être un petit levier là, qui va permettre d'aider cette industrie. Tout le jeu, c'est de compenser le surcoût qu'on pourrait avoir au début sur notre pigment par toutes les autres économies et arriver à une balance qui soit la plus neutre possible pour le teinturier et donc pour la marque. C'est un combat, en fait. On voit bien, il faut à la fois se battre contre l'économie, trouver des savoir-faire, des profils qui n'existent plus. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand vous les relancez, ça prend du temps. Voilà. Au lieu d'être du côté de ceux qui ont des problèmes, c'est-à-dire qui ont besoin de tableurs Excel à 100 lignes, je vais essayer d'aller de l'autre côté, de ceux qui proposent une ligne de ce tableur qui change la donne. Bonjour Philippe. Bonjour Antonin. Je suis ravi de te recevoir pour l'un des tout premiers épisodes de Humans of Asterion. Tu es aujourd'hui le CEO d'Everdye, une deep tech qu'on accompagne avec Asterion depuis l'amorçage. Vous venez d'annoncer une série A et vous êtes aujourd'hui l'un des pionniers de la décarbonation massive de l'industrie textile et l'industrie de la mode dans le monde. Aujourd'hui, Everdye, c'est des pilotes avec les plus grands acteurs de la mode. Et donc, on va en parler aujourd'hui. On va parler de la manière dont, malheureusement, l'industrie de la mode est encore aujourd'hui très, très carbonée. Et il y a aussi quelque chose qui est vraiment intéressant dans ton parcours. Tu étais auparavant patron de petits bateaux, de La Redoute. Tu fais partie des rares qui ont rejoint une start-up bientôt scale-up comme CEO. On va en parler aujourd'hui, mais peut-être commençons par les actualités d'Everdye. Raconte-nous ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes et les projets en cours. Oui. Écoute, ravi de pouvoir échanger là-dessus avec toi. C'est vrai qu'on se connaît depuis 2021 maintenant. Ça commence à faire. 2021, c'est l'année où Everdye a été fondé et a rapidement levé un tour d'amorçage, notamment avec Asterion. Et c'est comme ça que j'ai connu Everdye, moi, puisque... il se trouve que j'ai été sollicité pour donner mon avis sur le dossier. Comme ça fonctionne comme ça, chez Asterion, il y a une communauté assez active de business angels et j'ai donné mon avis et ça a été un de mes premiers investissements à titre perso. Voilà. Alors Everdye, qu'est-ce que c'est concrètement Everdye, c'est une deep tech, donc ça exploite une invention qui a été faite par Amira Ayrock. Donc Amira Ayrock, c'est la fondatrice. Moi, je ne suis pas fondateur, on y reviendra peut-être, mais Amira Ayrock a inventé la tech et elle l'a inventé lors de sa thèse de doctorat et c'est par sérendipité comme on dit, c'est-à-dire qu'elle cherchait tout autre chose et en travaillant sur un textile qui était censé être une barrière pour les attaques bactériologiques, elle a travaillé sur l'ionisation des fibres et elle a pour ces ions qui auraient détruit les bactéries hostiles et puis elle s'est aperçue que ça faisait changer de couleur les tissus. Donc au départ c'était pas une bonne nouvelle pour sa thèse, mais en fait, ça a été les bases d'une réflexion sur la couleur et la teinture des vêtements. Voilà, alors ça, elle l'a développé plus tard, en commençant en 2021 par monter Everdye et puis en développant la tech. Voilà, donc ça, Everdye, c'est au fond une nouvelle manière de teindre, de produire de la couleur sur des vêtements. Alors la couleur sur les vêtements, je pense que c'est vieux comme le monde, en fait. C'est vieux comme l'humanité, quasiment. On a rapidement cherché à faire des couleurs. On l'a fait d'abord à partir des ressources naturelles, des pigments trouvés dans la nature, soit dans des coquilles, soit dans des plantes, dans des terres, dans des argiles, par exemple. Et puis comme toute industrie, il y a eu des phases d'invention, d'innovation, et les principales se situent au milieu du 19e siècle, où on a commencé à trouver des manières de teindre carbonées, en fait, en utilisant de la chimie qui faisait que la teinture est devenue une industrie beaucoup plus polluante. Voilà. Donc, et puis les technos se sont développés, se sont affinés, avec toujours plus d'impact, quelque part, carbone négatif, mais avec, évidemment, pourquoi on le faisait. On ne le faisait pas pour faire du carbone et polluer, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que le carbone avait les effets qu'ils auraient aujourd'hui, mais c'est plutôt pour développer des teintures plus solides, avec des propriétés que n'avaient pas les teintures naturelles auparavant. Donc voilà, c'est d'abord une rupture technologique positive. Et puis, évidemment, aujourd'hui, avec le changement climatique, on s'intéresse à ces activités parce qu'elles sont très carbonées. Alors, elles sont très, très carbonées parce que pour teindre un vêtement,
vêtement, il faut une matière, faut un produit de teinture, donc un colorant ou un pigment qui lui-même est issu du fossile. C'est des molécules que l'on synthétise à partir du pétrole. Et puis après, pour appliquer la molécule sur le tissu, eh bien, il faut chauffer, parce que la chimie qui est en cause, elle demande à être boostée par de l'énergie, par l'apport de chaleur. Et donc, c'est de la consommation d'énergie, plus des produits auxiliaires pour booster, encore une fois, ces réactions qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas spontanées, donc il faut aider. Tout ça produit à la fois une débauche de consommation d'énergie et donc, pour une bonne part, de carbone, parce qu'une bonne part de l'énergie dans les zones où ces produits ne sont pas... Les énergies ne sont pas décarbonées, et puis de la pollution des eaux, parce qu'on met plein de produits chimiques, toxiques, qui sont relâchés un peu partout, sauf s'il y a traitement des eaux. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Voilà, donc c'est une industrie qui aujourd'hui pèse, on estime qu'elle pèse 4% de l'empreinte carbone mondiale. Je parle bien que de la teinture textile, et 20% de la pollution des eaux industrielles. Donc si vous voulez, c'est quand même un impact majeur. Voilà. Et c'est un des éléments qu'il faut changer dans la mode, cette industrie qui est tant décriée aujourd'hui. Et c'est énorme. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore bougé dans cette industrie ? En comparaison à d'autres ou... Alors, la mode n'a pas été forcément celle qui a été la pionnière dans la décarbonation. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se sont portés ailleurs. C'est une industrie qui est assez traditionnelle. Et puis, il n'y avait pas forcément... encore une fois, le parcours de cette industrie, il est très ancien, puisqu'on est parti de teintures naturelles, dont on connaît les limites, finalement. C'est-à-dire que, elles sont trouvées dans la nature des teintures, des produits de teinture, des pigments, ça se fait, mais ça ne se fait pas forcément à une échelle énorme. Et puis, l'application de ces teintures naturelles, ces éléments naturels sur des fibres, est pas très solide. En fait, ça correspond pas aux standards de qualité qui ont émergé et qui sont développés aujourd'hui. Donc, il faut une disruption techno, et beaucoup. Il y a eu des initiatives, mais assez récentes. Dans le textile, en fait, il y a deux grandes... Pour reprendre un peu de recul, dans le textile, il y a deux grandes contributions à l'impact négatif. Il y a la production des fibres. Alors derrière ça, c'est soit des cultures pas très vertueuses, du coton, où on déforeste, où on met plein de pesticides. Donc là, il y a plein d'impacts négatifs. Donc ça, c'est purement une question d'agriculture. Et puis, il y a la substitution de ces fibres végétales, que ce soit le coton, le lin, le chanvre historiquement, par des fibres synthétiques, elles-mêmes très carbonées, qui viennent du pétrole. Donc tout ça, c'est un sujet en soi. On parle de, il y a pratiquer une meilleure agriculture, comme je disais. Il y a le recyclage, beaucoup, la régénération à partir de vieilles fibres pour régénérer des fibres nouvelles. Donc là, c'était le premier champ d'investigation de la tech pour essayer de résoudre le problème global de la mode et du textile. Ça a été d'abord les matières. Et puis, l'angle mort, c'était la teinture. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être parce qu'on ne voyait pas. Il fallait inventer quelque chose. Alors, il y a deux grandes voies aujourd'hui qui existent. Il y a la première qui a été investiguée, c'était produire des pigments par la biotech. Donc ça, il y a pas mal d'initiatives là-dessus. Et puis, il y a l'invention d'Everdye qui est totalement différente, parce qu'il ne s'agit pas de biotech, il s'agit de chimie verte. Et là, c'est une voie un peu alternative on va dire, à la plupart des initiatives qui visent à transformer la teinture. Voilà. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? Peut-être que les industriels ont été ont été un peu sur un statu quo, je pense, et se sont pas complètement remis en cause dans ce secteur-là. Il y a eu beaucoup de concentration. Les grandes firmes chimiques qui sont à l'origine des pigments et des colorants, il y a plutôt eu une espèce de concentration, de regroupement sur des rachats. Voilà, il y a d'abord une phase de restructuration de ce marché, et aujourd'hui, il se pose la question se pose plus la question de transformer la teinture, mais ça vient surtout les startups. Alors évidemment, les firmes chimiques cherchent à faire des teintures quand même plus efficientes, qui consomment moins d'énergie, etc. Mais globalement, elles sont sur le statu quo de la pétrochimie. Voilà. C'est aussi une question de pression réglementaire, sociétale. C'est quoi le statut actuellement de l'évolution réglementaire ? Et on viendra ensuite sur le terrain sociétal des attentes des clients. Ouais. Alors, effectivement, on est dans le contexte de la mode. La mode, tout le monde en parle en se disant que c'est une industrie dégoûtante. On dit que c'est la troisième la plus polluante. Donc, c'est quand même un sujet, d'autant que personne ne peut. On peut dire que c'est un produit qui est vital, puisque même si on a discrété qu'il n'était pas vital, la réalité, c'est que jusqu'à nouvel ordre, on va s'habiller. Donc, il faut produire des vêtements. Donc, la question de comment cette industrie produit les vêtements est vraiment fondamentale.
environnementale. Et le premier sujet pour moi, c'est de transformer la manière de faire les produits. Il y a beaucoup de choses sur est-ce qu'il faut porter ses vêtements plus longtemps, acheter des produits de deuxième main, etc. Tout ça, il faut le faire aussi. Mais fondamentalement, ce qui fait le nerf de la guerre de cette industrie, c'est comment on produit les vêtements neufs, en fait. Ou comment on reproduit des vêtements neufs à partir de vieux. Tout ça, c'est des sujets de circularité, c'est des sujets de décarbonation. Et là, la réglementation, elle est, je dirais que ça vient d'Europe, beaucoup, les initiatives de réglementaires qui poussent à transformer la mode. Il y a eu, par exemple, la loi AGEC en France qui a permis, qui a évité, qui bannit le gaspillage, par exemple, qui bannit le fait de détruire des stocks, qui est une pratique qui existait assez fortement. Il y a, à venir, il y a par exemple l'affichage environnemental qui permet à un consommateur de se dire comment je vais choisir mes vêtements si j'ai envie de les acheter moins impactants pour la nature. C'est avec Clear Fashion notamment qui permet de... Exactement. Clear Fashion est une très bonne solution sur le sujet, mais la réglementation effectivement doit être très incitative, voire imposer cette pratique. C'est un peu comme l'éco-score sur certains produits, ou le Nutri-Score par exemple pour la nourriture, où on voit bien que quand on explique au consommateur qu'un produit est plus ou moins bon pour sa santé, il n'est pas totalement stupide, il fait évoluer son comportement. Voilà. Et ça se passe où? C'est au niveau français, au niveau européen, et l'enjeu c'est quoi? C'est que ça aille plus vite? C'est que quand il y a un début de projet, il soit vraiment appliqué en décret par la suite? Ça se joue à plusieurs, aux deux niveaux en fait. Il y a parfois la France est en avance et veut pousser. Elle a un rôle d'influence aussi en Europe. Donc sur bien des sujets, elle pousse et elle légifère parfois avant. C'est le cas dans l'affichage environnemental, par exemple. La France a rendu possible l'utilisation d'un certain type d'affichage environnemental. Ne l'a pas encore rendu obligatoire, mais en tout cas a permis à des acteurs de l'utiliser avant que l'Europe ne le fasse d'ici quelques années. Donc voilà, la France a un rôle pionnier. Mais évidemment, on est sur un marché européen, donc il faut que tout ça s'harmonise au niveau européen. Et je pense surtout que l'Europe a un rôle d'influence sur la planète. Parce qu'on est sur une industrie qui est mondiale. Alors, il y a beaucoup de marques, dans le textile en tout cas, beaucoup de marques qui sont basées en Europe, qui viennent d'Europe. L'Europe a un rôle d'influence par le marketing. Donc, la politique européenne va impacter ces marques-là qui elles-mêmes vont, du coup, agir sur l'ensemble de la supply chain et sur l'ensemble de l'industrie qui dépasse l'Europe. À la fois parce que ces produits sont envoyés partout dans le monde. On le voit bien avec le luxe ou avec tout un tas d'autres marques qui viennent d'Europe, qui sont des acteurs mondiaux. Et parce que cette industrie européenne du textile, de l'habillement, elle source ces produits dans des bassins qui sont en Asie, pour la plupart, en Asie, en Chine, en Asie du Sud-Est. Et les demandes de ces marques, qui sont influencées par la réglementation européenne, vont agir sur la supply chain et sur les industriels qui sont basés globalement hors Europe. Voilà. Donc, du coup, il y a une espèce d'effet de leadership de l'Europe qui est extrêmement important pour transformer cette industrie, et la réglementation est un élément. Et les clients, ils sont en attente de vêtements moins carbonés. Est-ce que, à Isoprix, j'imagine qu'ils vont choisir un vêtement décarboné, mais quel est le delta de prix qui est acceptable, en plus dans la situation actuelle de montée des prix? Ça, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, si on regarde les études, oui, les consommateurs se disent, oui, évidemment, je suis sensible à la question de la durabilité, ou généralement de l'aspect durable au sens à la fois physique, mais aussi de l'impact de mon vêtement sur la planète. Mais dans la réalité, il n'est pas complètement prêt à mettre un premium, et la réalité évidemment, la part de marché des produits durables monte, mais si tant est qu'il y ait un équilibre économique qui soit assez fin, et pas trop, si c'est pour payer 2 fois le prix du produit, évidemment, le consommateur n'ira pas. Donc, il n'est pas tellement prêt à payer un premium, mais en revanche, il est quand même sensible au sujet. Et je reviens à la réglementation, elle-même peut agir ou peut contraindre, ça dépend de la pression qu'on mettra, les acteurs à pousser des produits plus ou moins vertueux, à bannir aussi, à l'inverse, des produits qui ne le seraient absolument pas. Voilà, donc il y a quand même un rôle de réglementation ou d'équilibre du marché. Alors, il y a beaucoup déjà de réglementation, il ne s'agit pas forcément d'en remettre d'autres. On parle de Chine actuellement, mais c'est un peu le cas
le pinacle de l'absurde, si on veut, mais il n'y a pas forcément besoin de remettre une réglementation pour éviter que des acteurs comme ça se comportent ainsi. Voilà, donc le consommateur, il est sensible au sujet, il n'est pas complètement prêt à passer à l'acte, et donc c'est à l'industrie de trouver les solutions pour permettre de produire des vêtements. Je parle à l'industrie, la partie fabrication, et que les marques adopteront. Elles adopteront ces procédés si, évidemment, ils sont avec des premiums raisonnables. Et tout ça, c'est une question de mise à l'échelle. Donc, c'est un mouvement assez lent pour qu'il y ait une disruption technologique et qu'on passe sur d'autres technologies. Venons-en à Everdye. On vous trouve déjà en magasin aujourd'hui ? Alors, on nous trouve ponctuellement en magasin à travers des capsules que l'on fait avec nos partenaires, absolument. Alors, en Europe, pas encore, puisqu'on a commencé aux États-Unis, mais ça viendra en Europe, oui, assez vite. Et donc, quand on vous trouve dans un magasin, l'affichage environnemental du vêtement, il est bien plus positif qu'un vêtement qui n'aurait pas été teint avec une teinture Everdye ? Si on faisait l'exercice, et on est en train de le faire avec Claire Fashion, oui, il y aurait une note bien meilleure, pour faire très simple. Au lieu d'être à 80, on pourrait peut-être... ça dépend complètement du vêtement dont on parle, ça dépend de plein de choses, donc c'est difficile à mettre des chiffres, mais la note du produit équivalent sans Everdye serait nettement plus basse que le produit avec Everdye. Pourquoi ? Parce que on estime que l'empreinte carbone, l'impact de notre technologie sur l'empreinte carbone du produit, c'est 70 à 80% sur l'étape de teinture, et ramené aux vêtements, on peut dire que c'est 20 à 25% d'empreinte carbone en moins. Parce que le reste, c'est quoi ? C'est la production de la fibre, et à puis laquelle on ne fait rien. Il y a un peu de transport quand même ? Il y a tout le reste. Il y a la fibre en premier lieu. Si on va chronologiquement, il faut faire la fibre, il faut la filer, il faut produire la fibre, il faut la filer, faire le tissu. Donc tout ça, c'est quand même un bout de l'empreinte. Et puis après, effectivement, comme tu dis, il y a la confection, il y a le transport vers nos marchés. Mais c'est pas ça qui pèse beaucoup, parce que pour une énorme part, le transport du textile se fait par bateau. Donc l'empreinte, elle est relativement faible ramenée au produit. Au passage, par exemple, quelque chose sur lequel les marques pourraient agir, c'est arrêter d'amener des produits, de ramener des produits des zones de production vers les zones de consommation en avion. Ce qui se fait énormément dans le luxe. Donc là, vous avez une débauche de carbone qui est peut-être même supérieure à la production du produit. C'est là où il y a un côté absurde. Bon, après, c'est leur marketing. Voilà, une capsule de collection, il faut qu'elle soit au même moment, partout dans le monde, dans toutes les boutiques de la marque. Voilà, donc ça, c'est la pratique marketing qui amène à quelque part une forme de gaspillage environnemental. Mais voilà, les grands contributeurs à l'empreinte carbone d'un produit textile, c'est la fibre, la teinture, et puis le reste en moindre quantité. Donc quand on agit fortement sur la teinture, on agit massivement sur le produit, et il faut savoir on va dire qu'une enseigne de textile moyenne que vous connaissez, qui ne fabrique pas, qui n'a pas ses propres usines, qui source on va dire, hors Europe, c'est 80-85%. Son empreinte carbone est due à 80-85% à la fabrication du produit. Donc plaçons-nous dans quelques années. Voilà. L'affichage environnemental a été généralisé sur tous les produits de mode qu'on achète dans son enseigne préférée. Ouais. Les produits qui utiliseront la teinture Everdye auront un score 20 à 25% supérieur. Alors oui, à peu près. Enfin, je ne sais pas le dire, mais en tout cas très, 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 très supérieur à un produit qui reste sur la teinture conventionnelle. Les attentes, les préoccupations des consommateurs n'auront été qu'en augmentant, étant donné la situation qui ne va pas s'améliorer. On voit bien l'intérêt qu'il va y avoir pour des marques de mode de travailler avec vous, oui, mais à condition que le premium prix ne soit pas significatif. Et comment est-ce que vous adressez ce point ? Alors, absolument d'accord avec ce que tu dis, et c'est pas dans 5 ans, si tu veux. Elles sont déjà très intéressées, parce qu'elles savent que c'est des cycles relativement longs d'adoption, et justement pour agir sur l'effet d'échelle, parce qu'il s'agit d'un effet d'échelle. Aujourd'hui, les pigments pétrochimiques, ils sont produits à centaines de millions de tonnes par des usines qui sont ultra optimisées, etc. Donc vous avez en chimie, l'effet d'échelle, il est massif. Donc, nous, on fait de la chimie. Il faut qu'on ait un effet d'échelle pour abaisser le prix de notre pigment. On a regardé ça, évidemment. C'est ça le sujet. C'est comment on arrive à baisser le prix pour que le prix de notre pigment soit absorbable par le teinturier sans premium pour la marque. En fait, notre techno, elle permet de faire plein d'économies au-delà du coût du pigment. Comme je disais tout à l'heure, il faut
utiliser beaucoup d'énergie. Donc, il y a de l'achat d'énergie, il y a de l'achat d'eau, il y a du traitement de l'eau, il y a le coût des machines et il y a tout un tas d'autres produits chimiques. Sur toutes ces parties-là, nous, on fait faire des économies colossales. C'est-à-dire que comme on utilise 80-90% d'énergie en moins, ça fait des coûts en moins de ce côté-là. L'eau, elle est propre. Et elle est potentiellement réutilisable. Donc, vous avez des coûts il y a des coûts de traitement de l'eau, il y a des coûts d'achat de l'eau en moins. La techno, la teinture elle-même, elle va 3 à 4 fois plus vite que les traitements traditionnels. Donc, ça veut dire que pour le teinturier, il a 3 à 4 fois plus de capacité avec une machine donnée. Donc, c'est pour lui des économies énormes. Donc, voilà. Donc, tout le jeu, c'est de compenser le surcoût qu'on pourrait avoir au début sur notre pigment par toutes les autres économies et arriver à une balance qui soit la plus neutre possible pour le teinturier et donc pour la marque. Donc ça, c'est tout le chemin qu'il faut arriver à tracer avec des teinturiers et pour le bénéfice des marques. Donc raconte-nous les 5 prochaines années, c'est quoi les grands milestones pour vous, sur quoi vous êtes en train de travailler au niveau techno actuellement et combien d'argent il va falloir pour déployer massivement votre solution? Alors, les grandes étapes, c'est obtenir, pour faire simple, la teinture, on a besoin de toutes les couleurs, évidemment. Alors, ça fonctionne par trichromie, c'est comme une palette de peinture, comme on a appris tous à faire des couleurs à partir des 3 couleurs primaires, c'est un peu pareil. Donc, il faut avoir une gamme de couleurs qui est basée sur les couleurs primaires, mais un peu enrichie. Donc, voilà, il y a peut-être une douzaine de coloris à produire. Ensuite, une fois qu'on a ces couleurs, il faut qu'elles soient applicables sur tous les types de fibres, parce que chaque fois que vous avez un pigment, il ne s'attache pas exactement de la même manière sur une fibre donnée qui est un peu différente de celle d'à côté. Donc voilà, il faut développer tous ces cas. Et la troisième composante de ça, c'est il y a différents types de machines dans les teintureries et il faut que la techno elle soit compatible avec chaque type de machine. Voilà, donc ça, c'est tout ça le terrain de jeu de la tech qu'il faut développer en craquant, je dirais, les cas les uns après les autres pour couvrir toute la palette et pouvoir viser l'ensemble du marché. Voilà. Donc, progressivement, on va couvrir le maximum de cas, ce qui va nous donner un potentiel en croissance. Vous arrivez à trouver les talents pour ça? Vous avez déjà recruté beaucoup de PhD et j'imagine que l'équipe est déjà internationale. Enfin, est-ce que c'est un enjeu pour vous? On a beaucoup de gens. Oui. Enfin, il se trouve que la mission de l'entreprise, elle intéresse les talents, en fait. Oui, première réponse, il nous faut des talents de très haut niveau en chimie, très spécialisés selon les sujets. Donc, on a aujourd'hui 7 PhD qui viennent de, je crois, quasiment 7 pays différents. Pourquoi? Parce que quand il y a un sujet sur lequel on a besoin d'un expert, on regarde qui publie des thèses sur ces sujets. On trouve 20 personnes dans le monde et puis on les aborde et il y en a un qui veut venir parce qu'il habite à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est à peu près ça l'enjeu. Donc, sur les profils très experts comme ça, on a parfois ces difficultés ou ces excellentes surprises et c'est assez enthousiasmant d'ailleurs de convaincre des gens sur la base de la mission, de la chose qu'on doit craquer nous, Everdye. Et puis, oui, après, on a des profils ingénieurs qui viennent aussi de manière très, très diverse de pas mal de pays. Je crois qu'on a 9 nationalités et on est 25. Donc, voilà, ça donne un peu la diversité. On a des gens qui viennent de tous les pays, de beaucoup de pays. On a de plusieurs continents. On a, je crois, plus de femmes que d'hommes. Donc, voilà, pour des questions de... C'est curieux parce que dans la tech, on se dit il n'y a pas assez de femmes. Et nous, je trouve que notre cofondatrice, c'est une femme. Elle est d'ailleurs assez bien reconnue dans la tech européenne. Et puis, on a aussi beaucoup de femmes dans l'équipe. Peut-être parce que la chimie est une des sciences qui attire le plus les femmes parmi l'ensemble des matières de tech. Voilà. Donc, oui, la ressource humaine est évidemment très, très importante. On est sur de la tech, donc ça nécessite des choses très, très pointues. Voilà. Donc, beaucoup de travail encore sur la tech, beaucoup de travail sur l'industrialisation, comme on l'a dit, parce qu'il faut, et ça fait partie des talents qu'on cherche, c'est d'autres talents ingénieurs, c'est ceux qui savent fabriquer dans des échelles grandissantes nos produits. Et puis, un dernier pôle technique qui correspond au dernier défi, c'est savoir appliquer à l'échelle industrielle dans les teintureries notre produit. Donc, ça veut dire qu'il faut résoudre des questions très, très
pas prosaïques, mais des questions très locales. C'est-à-dire la composition de l'eau dans tel pays est très différente d'un autre. L'énergie, elle n'est pas la même. L'accès à certaines ressources, on ne peut pas compter sur exactement les mêmes ressources en termes chimiques. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut adapter localement. Et ça, c'est plutôt des ingénieurs teinturiers. Encore un autre profil de technicien. Mais voilà les enjeux, c'est continuer à développer la tech, faire baisser le prix de production, et puis commercialiser tout simplement en faisant adopter la solution dans les teintureries. Vous avez annoncé une série A là, il y a quelques mois. Le milestone pour la série B, c'est quoi? Et est-ce qu'il y aura une série B ou est-ce que vous pourriez déjà être profitable d'ici 2-3 ans? Alors oui, il y a une hypothèse sur laquelle on travaille. Enfin, notre but, c'est d'arriver à être rentable dans les 2-3 ans. On aura besoin d'une série B si on devait envisager une phase de croissance un peu différente. Par exemple, si dans 3 ans, on se dit... pour répondre à ça, il faut faire une précision. Nous, on ne va pas avoir besoin de faire d'usine par nous-mêmes. Ça, c'est un point très important dans notre scale-up. En fait, on peut utiliser des capacités chez des chimistes qui existent déjà. Ça s'appelle le modèle de tolling, c'est-à-dire qu'on vient sous-traiter à des chimistes la synthèse de nos pigments. Donc ça, c'est très avantageux parce que ça évite de se concentrer sur la construction et le développement d'une usine qui sont des ressources à la fois CAPEX et OPEX très importants. Donc nous, ça va nous permettre d'être plus agiles. Pour autant, un jour, peut-être, dans 3 ans, quand on aura fait ces scale-up avec des partenaires, peut-être qu'on se dira, en termes de stratégie industrielle, il faut en fait posséder l'usine. Ça, je ne sais pas le dire aujourd'hui. Quelles seraient les incitations à posséder une usine? À réintégrer la marge que nos sous-traitants font sur nos produits. Est-ce qu'il y a un risque que les sous-traitants, imaginons qu'ils soient chinois, puissent capter votre procédé? C'est effectivement alors, premièrement, quand on est en Europe, les acteurs qui agissent en tant que sous-traitants sont très soucieux de cette confidentialité, parce que sinon, ils se tireraient une balle dans le pied. Si un sous-traitant est connu comme s'appropriant ou divulguant la techno, il serait vite banni, donc il n'y a pas de sujet. On est plus prudent pour aller en Asie, pour protéger, et du coup, on fait toutes les étapes de scale-up, là, on les fait sur une base européenne pour se sécuriser. Par exemple, le fait de devoir... C'est un marché qui est mondial, encore une fois. Donc, vendre un pigment fabriqué, synthétisé en Europe à des acteurs d'Asie du Sud-Est, est-ce que ça le fera? Je ne sais pas. D'un point de vue économique, on parlait de compétitivité. Peut-être qu'il faudra aller fabriquer là-bas. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut faire une joint venture, faire nos propres usines, trouver un sous-traitant qui est fiable? Voilà, tout ça, c'est trop tôt pour le dire. C'est un enjeu dans 2 à 4 ans. Ouais, c'est ça. Donc, et à ce moment-là, peut-être qu'on aura besoin d'une série B pour, par exemple, investir massivement dans l'industrie, ce qui est... pas complètement notre option privilégiée, mais peut-être qu'on sera obligé de passer par là. Et dans ce cas-là, ça serait obligé de faire une série B. On n'a pas évoqué les concurrents. Vous avez des concurrents start-up, scale-up. Est-ce que les chimistes, les gros acteurs de la chimie, travaillent sur des solutions similaires? Alors on a pas mal de concurrents qui développent plutôt de la biotech, comme sur ces produire des pigments et des colorants par des bactéries. Ceux-là, il y en a quelques-uns en Europe, 3-4 qui sont très sérieux, qui font des choses très bien. Et tant mieux, parce que ça permet de secouer un petit peu le microcosme un peu traditionnel de la teinture textile à travers le monde. Il y en a d'autres hors Europe. Voilà. Et, vous êtes mis ensemble ou vous avez créé une fédération qui essaye de faire bouger les lignes? Non, je pense qu'on n'a pas forcément le temps de le faire, mais on se croise régulièrement sur des salons ou chez des teinturiers, par exemple. Donc, ça prouve qu'on arrive sur le marché. Il y a d'autres solutions qui commencent à arriver sur le marché, et c'est tant mieux. Les chimistes traditionnels, pétrochimiques, ils travaillent sur des solutions qui essaient d'optimiser le process. Donc, ils cherchent des produits qui s'appliquent à des températures plus basses, mais ils n'arrivent pas à faire de la température ambiante comme nous. Donc, ils sont toujours sur des ratios, des efficiences qui sont moindres. Mais ils se soignent, oui, quand même, un minimum. Après, un jour, peut-être qu'ils seront obligés d'accepter de disrupter le fondement de leur techno, qui est la pétrochimie, de fait. Ouais, je l'ai évoqué en intro. Ce qui est intéressant dans ton parcours aussi, c'est que tu as été patron de Petit Bateau, patron de La Redoute. Comment est-ce que tu en es venu à devenir CEO d'Everdye? Raconte-nous le process
peut-être partage quelques mots sur ton expérience avant Everdy et puis le moment où tu as pris la décision de rejoindre Everdy. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai un parcours. Alors, je suis pas chimiste, mais en revanche, je suis ingénieur quand même. Donc, je comprends à peu près ce que me disent les équipes d'un point de vue chimie. Et puis, c'est peut-être la chimie qui était la matière qui m'intéressait le plus. Donc, ça fait partie de la décision à un moment. Mais j'ai eu un parcours effectivement dans l'industrie de l'équipement de la personne et de la maison, donc le textile. Et un peu plus largement, je suis tombé dans le textile après un début de carrière en tant que consultant. J'ai rejoint un de mes clients qui s'appelait Petit Bateau. Un Petit Bateau, j'y ai travaillé 12 ans. Petit Bateau, c'est une entreprise patrimoniale qui a encore ses usines. Donc moi, quand j'allais à mon bureau, je traversais ou je frôlais l'atelier de teinture, l'atelier de confection. Enfin bref, j'ai découvert ce monde du textile qui est un monde au départ artisanal et un artisanat industrialisé, parce que c'est très oral, faut comprendre ce que c'est. Le textile, c'est beaucoup de savoir-faire, pas forcément codifié. Voilà, donc c'est assez attachant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les produits et j'étais très heureux de rejoindre une entreprise qui produisait quelque chose de matériel. Voilà, donc c'est le monde de l'industrie, c'est aussi le monde du marketing, de la vente, du sensible, de la création, puisqu'il faut créer des produits, etc. Donc j'adorais parce que c'était un monde assez complet, multifacette. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert le monde du textile. Puis après, j'ai continué dans cette industrie pendant toute ma carrière jusqu'au moment où j'ai rejoint Everdy. Et ce que je peux dire, c'est que au fond, j'ai vu pendant 25 ans la conscience écologique monter. Si vous voulez. Quand moi je suis arrivé dans l'industrie, on ne parlait pas vraiment de l'environnement. Enfin, on parlait éventuellement de coton bio. C'était à peu près ça le niveau. Pourquoi ? Parce que en plus, on s'intéressait au coton bio parce qu'on estimait que c'était moins dangereux pour la peau. C'était plus pour une raison de santé, en fait. Oui, ça avait un vague rapport avec la pollution qu'on mettait dans les champs, mais on ne parlait pas encore on parlait pas de dérèglement climatique, on ne parlait pas de tout ça. On parlait un peu de Made in France déjà ? Oui, ça a toujours été un sujet, parce que ça, c'est pas un sujet environnemental, c'est un sujet social. Et il se trouve que Petit Bateau, l'entreprise que j'avais rejointe, avait pratiqué la délocalisation comme à peu près tous les acteurs du textile, mais en le faisant bien, c'est-à-dire en développant ses propres usines au Maroc, en Tunisie, mais en formant les gens. C'était assez fait de manière responsable, finalement, en rendant autonomes les usines. Donc, c'est pas juste, je viens juste pomper une main-d'œuvre à bas coût non, il y avait une installation locale, il y avait un ancrage. Voilà. Donc, ça a changé depuis ? Après, l'industrie, elle est allée en Asie. Globalement, l'industrie textile européenne, enfin en tout cas française, parce que d'autres pays ont fait mieux là-dessus, elle s'est un peu sabordée. C'est-à-dire qu'elle a utilisé massivement le recours à la délocalisation pour abaisser ses prix, mais elle a perdu tout son savoir-faire. Enfin, une énorme partie des capacités, une énorme partie des savoir-faire aujourd'hui a disparu. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des artisans et des usines qui font des choses extraordinaires, mais globalement, quand on regarde ce que c'était que l'industrie textile en France il y a encore 40 ans ou 50 ans, et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui... Un petit mot pour 1083, le slip français, ouais, voilà, qui contribue à relocaliser une partie infime de l'industrie textile. Non, mais ils se bagarrent et je les salue, Thomas notamment, que je connais bien, mais de 1083. C'est un combat, en fait. On voit bien, pour pouvoir... il faut à la fois se battre contre l'économie, c'est-à-dire il y a des éléments de coûts qui sont quand même compliqués à gérer, mais ils y arrivent, et puis retrouver des savoir-faire, réactiver des usines, réactiver des profils qui n'existent plus. Donc c'est ça, quand je dis que l'industrie c'est s'aborder, c'est que non seulement on a perdu des capacités, mais on a perdu jusqu'au savoir-faire. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand vous les relancez, ça prend du temps. Voilà. Donc ça, j'ai découvert ça chez Petit Bateau et c'était très enthousiasmant. Et j'ai découvert, comme je disais, dans ces 25 ans, la conscience écologique qui est montée. Jusqu'aux périodes récentes, évidemment, où les rapports du GIEC, le scepticisme sur le changement climatique, tout ça, c'est des phases sur les 20 dernières années qui ont été assez intenses. Et puis, de plus en plus, les boîtes qui se disent il faut quand même faire quelque chose. On fait des plans d'action de CSR, comme on dit, de RSE. Et moi, en tant que patron sur ces dernières années, je me rends compte que pour faire un plan de RSE qui soit réellement impactant massivement, il fallait aligner un nombre d'actions absolument faramineux sur tous les aspects sociaux. Mais si je reste sur l'environnemental, il n'y avait pas de solution massive. Voilà. Et quand moi, j'ai vu le dossier Everdy, je me suis dit, tiens, là, il y a une solution qui
on se rappelle les chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Si j'adopte une solution comme ça, c'est potentiellement 20 à 25% de mon empreinte carbone totale de ma boîte qui change. On est quasiment dans, je coche les accords de Paris avec une action. Donc là ça devient intéressant parce que dans les grandes boîtes, gérer des plans d'action qui prennent dans un tableur Excel 100 lignes avec chaque fois 0,1%, 2%, ah tiens, là il y a une action à 3%, c'est fastidieux, c'est gonflant et puis c'est frustrant en fait. Et même s'il faut peut-être le faire, hein, mais c'est frustrant. Quand vous voyez passer une solution qui a de l'ordre de l'impact de x10, c'est-à-dire 20, 30, 40, 30%, vous vous dites, waouh, il y a un truc de disruption massif. Et c'est ça qui m'a donné envie, à la fois au départ en tant que BA, d'investir, de soutenir l'initiative. Et puis après, il se trouve qu'il y a une opportunité. La vie est parfois faite de hasard qui fait que chez Everdy, il y a une question de management. Et puis, par le réseau, parce que c'est comme ça que fonctionne Asterion, on m'a demandé d'aider à résoudre cette question de management. Et puis, au fur et à mesure, en travaillant avec l'équipe, en travaillant avec Amira, avec le reste de l'équipe, en regardant l'écosystème, le sujet, j'ai trouvé... ça a rejoint quelque chose... qui est de l'ordre, non pas du rationnel, mais plutôt des tripes ou du cœur, je ne sais pas, qui est que quand vous avez bossé... Quand moi, j'estime que j'ai bossé 25 ans dans cette industrie, elle est malade, elle doit se régénérer, elle doit se réinventer. Et là, vous dites, là, je tiens peut-être un petit levier là, qui va permettre d'aider cette industrie. Et c'est une sorte de give back, comme on dit en anglais. Je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais aller de l'autre côté. Et je vais essayer, au lieu d'être du côté de ceux qui ont les problèmes, c'est-à-dire qui ont besoin de tableurs Excel à 100 lignes, je vais essayer d'aller de l'autre côté, de ceux qui proposent une ligne de ce tableur qui change la donne. Voilà. Raconte-nous la semaine... Ouais. Où tu sais qu'il y a peut-être cette opportunité qui s'ouvre. Comment est-ce que tu abordes la question? À qui tu en parles? Tu dis c'est les tripes qui ont réagi, mais est-ce que tu essayes aussi de rationaliser la décision? Alors, le point de départ, c'est un déjeuner avec Stéphane Bourbier, donc le fondateur d'Asterion. Voilà, donc on voit que la communauté fonctionne. Déjà, on fait connaissance parce qu'on s'était juste vu pendant le Covid par Teams, donc c'est pas très humain, on va dire. Donc du coup, on déjeune, on se raconte nos vies, puis à la fin, il me dit, tiens, tu as investi dans Everdy, il y a tel sujet, est-ce que tu pourrais nous aider à le résoudre d'un point de vue pour un sujet managérial? Et donc, du coup, on commence à tchatcher, je commence à me chauffer sur la discussion, puis il faut quand même se quitter. Et puis, les jours d'après, la semaine dont tu parles, c'était il y a 2 ans, je crois, 2 ans, ouais. Ça reste en boucle, tu vois, je laisse décanter. Moi, j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça. Je ne cherche pas à résoudre le sujet, je laisse décanter pour voir comment il résonne encore. Une semaine après, il est toujours là en me disant tiens, voilà, ce truc-là, c'est quand même... ça me démangeait. Et puis là, à ce moment-là, le rationnel reprend le dessus. Évidemment, je rencontre l'équipe. Évidemment, je commence à travailler sur le sujet. Je fais une sorte de due diligence, en fait. En travaillant, je rentre au board. Donc, je rentre dans le détail, beaucoup plus en détail dans le fonctionnement de la boîte, son business plan, ses perspectives. Et du coup, il y a à la fois ce côté rationnel, mais à un moment, il faut décider, quoi. Et c'est vrai qu'on quitte un poste un peu... dans un corporate, j'étais à ce moment-là directeur général de La Redoute, où vous dites qui au passage a été une énorme aventure à titre professionnel pour moi, on pourrait y revenir, mais avec beaucoup de caractéristiques entrepreneuriales. Voilà. Et c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat. Donc en fait, la vie, c'est une succession de circonstances. Là, le sujet, c'est refaire de l'entrepreneuriat sur une cause qui m'est chère. Avec des gens qui sont géniaux, des investisseurs, des collaborateurs, une équipe, dans un monde que je connais et que je peux impacter. Voilà, à bout d'un moment, on a beau faire tout le rationnel que l'on veut, il n'y a pas un tableur qui va vous dire oui, il faut y aller. Non, à un moment, c'est l'envie. Puis j'ai des enfants, puis on se dit qu'est-ce qu'on fera? Tu parlais de 5 ans, mais qu'est-ce qu'on laissera dans 20 ou 30 ans? Voilà, donc si on pousse pas des choses comme Everdy, il y en a plein d'autres, mais si on pousse pas des choses comme Everdy, il y a peu de chances que le monde dans 30 ans soit très différent de celui d'aujourd'hui. Où il sera, je sais pas, mais en tout cas, l'envie de contribuer un petit peu à changer la trajectoire. Ouais. Mais donc, tu avais déjà vécu une expérience quasi entrepreneuriale au sein de La Redoute? Oui, parce qu'on avait fait
MBI, donc c'est une reprise d'entreprise par le management, et on était nos propres actionnaires. Voilà, on était vraiment en situation d'entrepreneuriat pur, sans même d'autres actionnaires que nous-mêmes. Donc, ça a été c'était à l'époque, je disais aux équipes, on n'est pas une start-up, on est une re-start-up, ce qui est très différent. C'est-à-dire que faut tout réinventer, faut tout réécrire. C'est pas partir de la feuille blanche pour faire quelque chose, c'est reprendre quelque chose. Et c'était enthousiasmant. C'est une aventure extraordinaire. La Redoute, ça a pratiquement 200 ans. Il faut avoir ça en tête. Et ça a pivoté. Au départ, c'est une filature de laine. Et pour être exact, ceux qui ont fondé la Redoute, c'était des agriculteurs. Donc, ils sont passés d'agriculteurs à aujourd'hui un géant du e-commerce qui a les 2 pieds dans la tech, dans le digital. C'est une succession de mutations. Et nous, on a fait l'histoire des 12 dernières années. On a réussi à prolonger l'aventure. Quand tu dis on, vous êtes combien à faire cette reprise ? Il y avait une équipe de direction avec notamment Eric Bala, Eric Courteil et Nathalie Bala. Et puis, on était un certain nombre de dirigeants, on va dire, C-level. Puis après, on avait intéressé au capital 1000 personnes dans l'entreprise. Ouais. Donc, c'était un sujet qui cochait énormément un projet qui a coché énormément de cases aussi sur le sens, c'est-à-dire on va dire sauver une boîte parce qu'elle était quasiment en train de disparaître, associer les salariés et faire un pivot de business model. Donc c'était passionnant. Et au moment où la reprise a lieu, tu as quel poste ? J'étais directeur général adjoint. Donc tu es DGA et tu termines DG. Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, tu vis une forme de quasi-entrepreneuriat, en tout cas de reprise réussite. Est-ce que tu dirais que ça a joué dans le fait de te lancer dans l'aventure Everdy ? Tu partais pas de nulle part, on va dire, en termes de prise de risque ? Exactement, ça joue à plusieurs endroits. Le virus finalement de l'entrepreneuriat, il y a quelque chose d'assez grisant à détenir les leviers d'un projet et essayer de le mener au bout. Que ce soit dans le contexte de la Redoute ou un contexte de start-up. Je pense que là, il y a des ressorts qui sont très similaires. Et le deuxième sujet, oui, il y a une question de prise de risque. Puis c'est 12 ans après, j'ai l'âge que j'ai. Et voilà, il y a aussi une maturité et l'envie de prendre un peu plus de risques parce que je le peux aussi, oui. Là, tu donnes l'impression que cette transition, elle s'est faite très facilement. Est-ce que tu t'étais imaginé la vie de CEO de start-up différemment de la manière dont tu le vis aujourd'hui ? Comment est-ce que ça se joue pour toi dans les tripes, dans le cœur, dans la tête aujourd'hui ? Ce que je t'ai pas dit quand j'ai changé, c'est que je suis très intéressé à l'apprentissage. J'aime bien apprendre. Et j'avais quand même ce sentiment que j'allais apprendre plein de choses parce que le contexte d'une start-up, je ne l'avais jamais vécu. Mais évidemment, c'est un peu de l'inconnu. Donc voilà, même si on peut lire des choses, etc., il y a comment on le vit. Oui, il y a plein de choses qui ont été un peu différentes de ce que j'imaginais. J'ai découvert un monde... voilà. Quand tu es parti de la Redoute, vous étiez combien ? Et tu arrives chez Everdy, vous êtes combien ? Il y a un facteur 100, c'est-à-dire qu'on était près de 2000. Et chez Everdy, on était un peu moins de 20. Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est un facteur de 100. Donc oui, il y a déjà la taille, c'est un élément. J'étais sur le paysager au milieu de tout le monde. C'était le cas avant aussi, mais pas tout à fait le même paysager. Enfin, il y a des choses très matérielles, très pratiques. Mais fondamentalement, ce qui change, moi, ce que j'ai découvert, c'est que quand on est CEO d'une start-up comme ça, on a 10 hauts et 10 bas dans la journée. Quand vous êtes patron d'une boîte plus établie, même si rien n'est gagné, rien n'est jamais acquis dans une boîte établie, en tout cas de la taille de la Redoute, vous avez des hauts et des bas avec des... C'est comme une houle de la mer, si vous voulez. Quand vous êtes sur une grosse boîte, la houle, elle peut être assez dérangeante, mais elle est avec une fréquence assez longue. C'est-à-dire que les vagues, vous les voyez venir, les vagues hautes et les vagues basses, vous pouvez les anticiper. Dans une start-up, vous êtes sur cette mer, vous êtes avec un paquebot. Voilà, donc vous êtes un peu protégé de ça, même si vous pouvez quand même être un peu gêné. Quand vous êtes dans une start-up, vous êtes dans une petite barque, dans un clapot intense. Voilà, donc vous êtes secoué en permanence. Il n'y a jamais de moment où on est tranquille.
parce que un coup de fil, ça va, le coup de fil d'après, ça va pas, un mail, je sais pas quoi, une annonce, enfin voilà, une décision, un problème de management sur 20 personnes, ça prend des proportions gigantesques. Dans une grande boîte, il peut y avoir des problèmes de management, mais c'est plus dans les grands nombres où, bah oui, ok, voilà, donc ça existe aussi. Mais c'est vraiment, en tant que CEO, c'est vraiment l'impact des choses à titre perso. Voilà, ça, c'est un truc assez c'est beaucoup d'apprentissage et de travail sur soi pour se dire voilà, comment je gère cette fréquence de bonnes et mauvaises nouvelles. Et comment tu as changé ton logiciel? Tu t'es accompagné? Tu as des coachs? Tu parles avec d'autres entrepreneurs? Bah, c'est là où en partie, oui, il y a le côté communauté qui est vachement intéressant. Donc, dans Asterion, on est une des participations d'Asterion. Il y a toutes les autres. Il y a une animation assez forte de cette communauté avec des accès à des ressources, que ce soit des podcasts, des webinaires, etc. Donc ça, je m'astreins à beaucoup le faire parce qu'évidemment, on n'a pas des ressources énormes, donc on a intérêt à trouver des ressources qui sont disponibles. Mais il y a un très bon accompagnement d'Asterion en premier lieu. D'autres investisseurs depuis vont contribuer aussi, mais ça, c'est très important de ne pas rester seul. Donc les autres entrepreneurs, échanger beaucoup avec les autres entrepreneurs, ça c'est bien. Donc oui, il faut avoir son petit réseau d'entrepreneurs. Le coaching, je ne m'y suis pas astreint, mais peut-être que ça viendra. Je pense qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Il y a des moments où c'est utile pour justement... je pense que c'était un peu tôt. Là, il fallait que je me mette un peu sur le grill de cette nouveauté, mais ça viendra peut-être. En tout cas, je recommande, c'est une des recommandations de la série, mais j'y souscris, que les fondeurs ne restent pas seuls. Il y a la question de la solitude. Un truc qui est important, c'est que moi, je ne considère pas être seul. J'ai Amira, et puis il y a quelques autres autour qui sont très importants. Donc l'équipe est très importante. Amira, elle a un rôle évidemment très particulier. Et je lisais encore des choses récemment sur le fait qu'on réussit mieux quand on a des associés. Je pense que c'est fondamentalement vrai, à la fois parce que il y a des complémentarités de compétences, et puis parce que juste la collaboration avec des profils très différents est souvent fructueuse pour... pas y aller tout seul et plus vite, mais peut-être plus sûrement en confrontant les choses. Voilà. Donc je pense que pour moi, le point clé, c'est de être aidé sur des choses techniques qu'on ne peut pas inventer, et puis pas être seul globalement, à la fois sur le management, sur la manière de voir le marché, enfin sur plein de choses, il faut se confronter à l'extérieur. Philippe, tu parlais d'Amira, qui est la CTO d'Everdye. Comment est-ce qu'on construit une relation avec l'une des fondatrices de l'entreprise et qui a un profil technique? Comment est-ce que vous êtes calé dans les premiers mois de relation? Alors, je pense que le point de départ, c'est des profils qui n'ont rien à voir. Moi, même si je suis ingénieur, donc je peux avoir des niveaux de discussion un petit peu poussé avec elle d'un point de vue technique, mais je lui laisse la primeur de ça. Enfin, ça joue, tu penses que... Oui, il faut quand même se comprendre. Oui, quand même. En tout cas, quand vous vendez une solution technologique, il faut savoir en parler, il faut faire l'effort en tout cas. Alors ça ne veut pas forcément dire être ingénieur, mais il faut faire l'effort de comprendre. Et puis, en général, un scientifique, il aime bien qu'on... il est un peu ambigu là-dessus. À la fois, il aime bien qu'on s'intéresse à son sujet, mais puis il est un peu secret parce que c'est très technique. Bon. En tout cas, je pense que ça, de ce point de vue-là, c'était pas un problème. Non, ce qui est... ce que j'ai ressenti en voyant Amira, c'est beaucoup de talent technologique et puis beaucoup d'ambition et une personnalité assez attachante. Voilà, donc ça joue. Et à partir de là, moi, je me suis dit, mais cette fille, elle est pétrie de talent, elle a conviction, elle a envie de changer le monde. Et ça m'a... j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc je me suis dit, comment... Là aussi, mon rôle, c'est aussi de l'aider, quelque part. Donc, je suis à la fois le CEO, mais un peu, j'essaye de l'aider à progresser. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est transparent entre nous. Hein. Elle est plutôt scientifique, elle est moins manager. Donc voilà, elle a encore des choses sur lesquelles elle peut apprendre, évoluer. Donc voilà, il y a une espèce de rôle de duo complémentaire. Moi, il n'y a aucune rivalité. C'est juste... moi, je me donne la mission de l'aider à
à la fois à réussir le projet Everdy, évidemment, dans lequel je suis, mais aussi à progresser parce qu'elle a beaucoup d'ambition. Voilà, elle est tunisienne, voilà, elle vient les enjeux de progression sont énormes, à la fois sur le développement du pays, sur la prise en compte de l'environnement, sur le rôle de la femme. Vous voyez, il y a des sujets très, très divers autour de sa personnalité au vu de son histoire. Voilà, et comment elle t'aide à progresser, elle? Déjà parce elle m'a mis sous elle a ce projet Everdy qu'il faut craquer. C'est vrai que moi j'apprends plein de choses dans les startups, donc dans le mode de fonctionnement des startups, donc ça me challenge beaucoup dans ma manière de faire. Il y a des ressorts managériaux qui sont pas très différents quand il s'agit de management d'équipe. Oui, il y a des notions de grands programmes quand vous êtes dans un corporate, etc. Ici, nous, c'est pas le sujet. En revanche, il y a des ressorts de micromanagement ou de management one-to-one qui restent vrais. Voilà, donc elle m'aide à être un meilleur boss, mentor ou boss. Elle influence ma manière d'être leader, parce que là il s'agit d'être leader au day-to-day, faire de l'impact quasiment sur du comportement au jour le jour, sur bien percevoir les priorités. Donc elle me challenge beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que je sais que elle foisonne, elle a 1000 idées à la minute, et donc du coup mon rôle c'est aussi de la canaliser pour se focaliser sur des choses prioritaires. Alors, donc ça c'est une espèce de jeu de rôle qui m'aide à être focus et à développer une autre forme de leadership archi nécessaire en start-up. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est comment Everdy pourrait être connu du grand public ou du client final. Je sais que tu as cette idée éventuellement que ça devienne une marque ingrédient comme Gore-Tex. Ouais. Est-ce que l'idée, c'est que d'ici quelques années, quand on achètera un vêtement, on verra Made by Everdy? On aimerait. Ouais, ça c'est ce serait le Graal que d'être la caution, plutôt qu'un affichage environnemental peut-être abscon et pas très compréhensible par le commun des mortels, qu'Everdy veuille dire quelque chose dans les yeux du consommateur et qu'il y voit une caution de green attitude, on va dire, si je fais simple. C'est sûr que quand vous voyez des pubs, le respect pour Intel, quand Intel Inside, c'était auprès de grands géants de latex, c'était Intel Inside. Donc alors aujourd'hui, c'est peut-être plus vrai, c'est peut-être d'autres, mais en tout cas, ils ont créé des marques grand public qui étaient une caution au choix, en fait. Si on peut devenir ça serait notre Graal. Ça veut dire, on serait adapté, et avec ce goodwill de marque qui serait hyper intéressant. Donc, on essaye pour l'instant, il ne s'agit pas d'être une marque consumer pour l'instant, mais on fait tout pour faire parler de la marque déjà dans le monde professionnel, dans le B2B, mais un jour se posera la question de notre apparition sur les produits, oui. Qu'est-ce qui te rend confiant sur la situation actuelle en France et en Europe ? C'est marrant cette question, parce que j'ai l'impression que dans le climat actuel, on se dit quelles sont les raisons d'inquiétude. Voilà. Donc, moi, ce qui me rend confiant, c'est quand même, quand j'ai choisi ça, j'ai regardé les jeunes et je me suis dit... il y a quand même il faut qu'on ait tous collectivement, de manière intergénérationnelle, ce sursaut, cette envie de créer un monde un peu meilleur. L'actualité ne nous aide pas, mais je pense qu'il y a quand même une flamme d'optimisme qu'on va chercher assez loin en soi, pour garder l'espoir de quand même influencer le cours des choses. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est toutes ces initiatives. Quand on est dans le monde des startups, on voit la foison d'idées, la foison d'esprits brillants qui se mettent sur le sujet. Ça rend confiant, parce que il faut ce leadership, il faut ces talents qui se mettent en branle pour essayer d'imaginer autre chose. Voilà, ça c'est vraiment fascinant. Quand on est un peu déprimé, il faut sortir et aller voir les autres copains des startups, parce qu'on voit qu'ils sont enthousiastes. Voilà, tout cet enthousiasme est quand même assez fascinant, cette capacité des générations montantes à prendre les sujets, à essayer de les craquer. Et je trouve que ça se fait dans un caractère bienveillant. Souvent, on a essayé d'opposer les générations. Pour moi, c'est pas ce que je vois dans le monde des startups. C'est-à-dire, finalement, on pense d'abord à trouver une solution plutôt qu'à trouver les fautifs des situations que l'on trouve. Donc, moi, je veux me raccrocher à ça, à cette forme de résilience humaine qui fait qu'il y a des talents qui se lèvent et qui vont craquer les sujets. Vous êtes 20 maintenant chez Everdy, c'est ça ? On est un peu plus que 20 même. Comment c'est une équipe très internationale. Quel temps tu passes à développer la culture et quelles actions vous mettez en place pour créer une culture très forte ?
On travaille, on a un stream, une action spécifique sur intégrer la diversité culturelle. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème majeur, mais il y a quand même la langue, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que on parle anglais. Ce qui est étonnant, c'est de voir que beaucoup des profils qui sont pas francophones se mettent au français. On a des Vietnamiens, des Brésiliens qui apprennent le français, qui font l'effort. Donc ça, je trouve ça. T'as pas eu de difficulté de visa d'ailleurs? Alors, régulièrement, on a des problèmes de délai d'obtention de visa pour certains, mais ça finit par arriver. Mais il faut prouver que, ce qui me paraît en partie normal, c'est-à-dire qu'il faut prouver que le talent, on ne l'a pas en France. Donc, c'est une manière d'être sûr qu'on fait l'effort pour employer aussi des Français. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est un peu lent d'obtenir les formalités pour des profils spécifiques venant de l'étranger. Mais on finit par les avoir, ces autorisations. Et puis, ce qui transcende en fait les différences culturelles, c'est le projet commun. En fait, là où on a moins de problèmes culturels, c'est que l'évidence de la mission, l'évidence de la quête sur laquelle on est tous embarqués, aplanit ça. Alors après, c'est des questions au jour le jour. Il n'y a pas plus. Pour moi, il y a ceux qui sont véganes, il y a ceux qui sont musulmans, cathos, vietnamiens, brésiliens. Les raisons de diversité sont, je cite pas toutes les raisons de diversité, mais on fait un travail là, on part début décembre 2 jours et on a un atelier spécifique sur gérer la diversité au sein de l'équipe pour voir qu'on peut encore améliorer les choses en termes de fonctionnement. C'est vrai qu'il y a des biais culturels sur le management, donc il faut essayer de les débusquer. Par exemple le côté, est-ce que je dis les choses, comment dire, cash ou pas cash? Est-ce que je dis oui ou merde? Est-ce que voilà, là qui est cash? C'est plutôt quelles cultures qui sont cash? Je trouve que il y a des gens qui sont. Alors, est-ce que c'est? Je vais pas faire une généralité parce que je prétendrai pas connaître tous les pays du monde ni leur culture, mais on a des groupes de personnes qui sont plutôt réservés, c'est-à-dire qu'ils vont pas tellement se livrer d'un point de vue personnel, alors que d'autres sont beaucoup plus open et disent beaucoup plus de choses. Et je sais pas, je suis pas sûr qu'on soit statistiquement représentatif. Est-ce que ça vient des gens, est-ce que ça vient des nationalités, je sais pas. Mais c'est vrai que le monde anglo-saxon, il fait, par exemple, ce que j'ai constaté, c'est que il est beaucoup plus naturel de faire du feedback quand vous êtes un anglo-saxon que quand vous êtes un Français. Nous, reward et feedback positif ou négatif, ça nous parle pas en France. Donc il y a des vrais sujets de culture sur, par exemple, ce genre de choses dans le management. Parlons aux potentiels futurs CEO de startups qui sont issus de corporate. Ouais. Si tu avais 3 conseils à donner ou 3 retours d'expérience, ce serait quoi pour ceux qui hésitent à franchir le pas? Alors, le premier, avant tout, c'est suivre son intuition ou ses convictions. Quand vous êtes dans le monde corporate, vous êtes influencé, vous êtes dans un cadre de convention. C'est-à-dire que quand vous êtes à tel poste, la suite logique, c'est de faire ça, ensuite c'est de faire ça, ensuite c'est de faire ça. C'est déjà vrai à l'intérieur des boîtes. Il y a des parcours privilégiés, il y a des trucs comme ça, des schémas, on va dire. Et puis au-delà de ça, quand vous avez atteint tel poste de je sais pas quoi, de C-level dans telle boîte, il faut aller dans telle autre. Voilà, il y a des espèces de parcours qui sont imposés par l'opinion ou le candidaton ou la gestion de sa carrière. Si vous voulez, il y a une autre voie, c'est de suivre de créer sa propre histoire selon ses propres convictions. Voilà. Donc c'est suivre son intuition, ce dont on a vraiment envie. S'écouter, quoi. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est quand on est dans un corporate, il faut pas trop s'attacher au statutaire. C'est-à-dire que vous avez des choses qui sont attachées à des postes, des choses... En tout cas, moi, j'en suis assez détaché, je m'en fiche un peu. Mais je vois que certains s'interdisent de penser à un autre destin parce que, oui, mais j'aurais plus ça, j'aurais plus ça, je pourrais plus accéder à des postes dans des conseils d'administration, dans je sais pas quoi. Enfin, bon. Au moment où tu as pris cette décision, tu as eu des retours de tes copains dans des corporates. Ouais, ça a pu surprendre. Mais t'es fou. Ouais. Ah oui, ça oui.
Ouais. Ça, oui, mais j'avais déjà eu ça quand j'ai rejoint La Redoute, qui était une boîte en perdition. Puis on nous a dit, quand on a repris, on nous a dit, mais vous êtes fous, ça ne marchera jamais, quoi. Donc il y a ce côté-là. Donc c'est là où il faut être encore plus fort sur qu'est-ce qui fait que, voilà, on est assailli, enfin, on risque d'être sous l'influence de ces candidatons, de ces choses, de ces gens qui sans forcément penser à mal, mais c'est tellement pas dans leur schéma qu'ils peuvent être que surpris et en défiance. Il y a une grande chance que ça marche, et puis même si ça marche pas, au pire, quoi. Bah moi, c'est ce que je veux. Enfin, à la fin des fins, quand on lance une aventure entrepreneuriale, il y a l'envie de réussir. Réussir peut-être financièrement, etc., etc. C'est souvent ce qu'on attache à l'entrepreneuriat, mais il y a surtout réussir la mission. Moi, c'est d'abord ça. Hein. Je pense que la mission, s'il y a une mission à laquelle on croit, c'est ça qu'on a envie de craquer fondamentalement quand on est investisseur. C'est pas aller faire de l'argent, parce que je pense que ça, c'est dans l'impact, c'est pas ça qui drive les gens. Donc voilà, il y a qu'est-ce qui fait que positivement on y va, et puis so what si on rate, parce que c'est probable de rater, pour plein de raisons. En fait, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura appris. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'envie d'apprendre, l'envie déjà de ne pas tout rater, parce que quelque part, même si on rate un certain objectif économique ou à un moment un palier technologique, on a quand même fait avancer le sujet, donc on n'a pas tout raté. Et puis, à titre perso, on a appris. Voilà. Et moi j'ai pas envie à mon âge, hein, j'ai 57 ans, j'ai encore envie d'apprendre, parce qu'on sait que c'est pas nouveau, mais la vie est faite d'apprentissage jusqu'à encore... j'ai encore plein d'années d'apprentissage. Et d'ailleurs, tu me posais la question vis-à-vis d'Amira ou vis-à-vis de l'équipe. Moi les jeunes, ils m'apprennent plein de choses, dans d'autres manières d'être, d'autres manières de raisonner, d'autres manières de réagir, d'autres manières de mobiliser leur énergie. Donc, je pense que voilà, tout ça, c'est les éléments d'appétence qui fait qu'il faut s'écouter. Donc, en fait, à ta question, j'en ai qu'un sujet. C'est votre introspection personnelle. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, en fait, à travers votre boulot? Tu connais d'autres profils qu'on franchit pas? Ouais, j'en connais un autre. Un très bon ami qui a... c'est marrant parce que Guillaume, Guillaume Thomé, voilà, on était en prépa ensemble, vous voyez, c'était il y a 25 ou 30 ans même. Et aujourd'hui, lui, il a fait toute sa carrière dans la chimie, à pétrochimie, et à bout d'un moment, il a dit stop, quoi. Et il a été patron de sites très polluants, etc. Puis il s'est dit, non, je vais aller dans je veux faire de l'impact. Il cherchait à faire de l'impact et il s'est retrouvé dans une start-up américaine qui s'implante en France et donc, qui fait en l'occurrence de la régénération de fibres textiles. Donc c'est marrant parce qu'il a fait de la chimie. Il arrive dans le textile et moi, j'étais dans le textile, je fais de la chimie. Donc mais oui, il a fait le même choix, quasiment le même choix que moi, au même moment, quoi. Ça, c'est assez étonnant. Ça n'a pas influencé parce qu'on ne le savait pas d'ailleurs. Donc, mais on s'est retrouvés comme ça, c'est assez rigolo. Mais je crois que ça correspond aussi peut-être je ne sais pas, à un moment de la vie où on se dit on a envie de laisser autre chose que d'avoir contribué à une industrie qui est extrêmement décriée, y compris par les jeunes, mais par toute la planète. Donc, à un moment, justement, le regard de tes proches, de tes enfants, ça a joué dans la prise de décision? Je me suis dit, quand j'ai pris cette décision, entre autres arguments, ou après avoir pris la décision, je me suis rendu compte que ça allait me rapprocher d'eux. Parce que j'ai des enfants qui ont été entrepreneurs, donc vivre le monde de l'entrepreneuriat. Déjà, j'ai eu une discussion avec une de mes filles là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression de retomber un peu dans la geste, que globalement, l'entrepreneuriat, on pense aux jeunes, quoi. On pense à des outils modernes, à des méthodes modernes de management, de collaboration. Voilà, paf, je revenais là-dedans et c'était assez rafraîchissant. La question de la planète, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'y intéressent pas, alors de manière plus ou moins proche, mais c'est intégré à leur logiciel et j'avais l'impression d'être un peu moins sur le banc des accusés quelque part. Donc c'est aussi une raison de choix. Quand on est papa de jeunes entre 20 et 30 ans, on se dit ouais, ça joue aussi. Donc ça fait partie de cette introspection de se dire de quoi on a envie, à quoi le matin quand on se lève, on se dit oulala, comment dire, la perspective de la journée me plombe, ou de quoi je me réjouis finalement, de quoi et ça, si on n'est pas sur un bon sujet ou pas sur la bonne position, on a du mal à se réjouir. On a peut-être un peu plus de mal à se réjouir le matin en se levant, quoi. Si Everday réussit dans 5 ans ou échoue, ça aurait été pourquoi fondamentalement?
Waouh. D'abord, on va réussir, mais si on a réussi, c'est parce que on a su craquer les sujets, enfin ne pas oublier le grand dessin, mais en raisonnant sur des choses à craquer à court terme. Si on pense qu'à la victoire finale, on n'y arrivera pas. Voilà. Et c'est c'est un chemin qui est la deep tech, c'est quand même un chemin de longue haleine. C'est une course de longue haleine. Et il faut pas, avant de penser au dernier kilomètre, il faut surtout penser au suivant, quoi. Et c'est vraiment ça le sujet, et bien être focus sur les priorités du moment. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on réussira, et la raison pour laquelle on ratera. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, je ne sais pas, il y a comment le monde va évoluer. Est-ce que à tous les étages, on peut avoir des aides ou des freins, hein, la réglementation, le consommateur, comment il va évoluer? Est-ce qu'il va changer un petit peu dans ses priorités? Est-ce que l'industrie dans laquelle on a agi va continuer son mouvement d'éveil à ces sujets de durabilité? Voilà, c'est des questions qui sont pending. Quand on regarde des cycles courts, là, depuis un an, on voit que les choses ne sont pas complètement dans le bon sens. Je pense que c'est pas que ça arrête le mouvement vers la sustainability, mais ça l'accélère à certains moments où ça la freine un peu. Donc voilà, il faut aussi passer ces cycles parfois un peu adverses, mais pour en retrouver d'autres. Est-ce que depuis 2 ans, il y a des moments où tu revisites ta carrière et tu te dis « j'aurais pu être entrepreneur encore plus tôt » ou en fait, quand l'opportunité de la Redoute est arrivée, tu l'as saisie Là, il y a eu d'autres moments où j'aurais pu être entrepreneur sous d'autres formes. Puisque en fait, quand moi je cherchais mon job avant de rentrer à la Redoute, c'était fondamentalement pour trouver un job entrepreneurial. Et je suis rentré à la Redoute parce que je savais qu'il y avait une énorme probabilité que ça devienne ce que c'est. En l'occurrence, la probabilité ce pourquoi je rentrais à la Redoute, c'était aussi parce qu'il y avait cette probabilité d'aventure entrepreneuriale qui s'est réalisée. C'est toujours une probabilité. Donc là aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat dans sa gestion de carrière. Il faut faire des choix avec un peu de prise de risque sur les perspectives. Voilà. Donc mais au même moment, j'ai regardé des reprises d'entreprises c'est l'option La Redoute qui l'a emporté. Moi, j'aime bien j'aime bien réparer, en fait. Il y a comme ça des schémas qu'on a dans le, je sais pas si dans le cerveau ou le cœur ou les tripes. Mais quand vous regardez certains éléments de votre profil psychologique, moi, je suis plus quelqu'un qui va réparer ou qui va aider, qui va optimiser, que quelqu'un qui va partir de la feuille blanche. C'est comme ça, je fais comme ça, je l'accepte, et c'est pas grave. Donc finalement, on parlait tout à l'heure d'Amira, elle est plutôt la fille de la page blanche, et moi je fais en sorte que son projet avance et aboutisse. C'est un peu ça voilà. Et donc c'est pour ça que je pense que je l'ai pas été avant, parce que je pense pas que dans mes jeunes années j'aurais eu le mental ou la tournure d'esprit ou de cerveau, je ne sais pas comment on dit, c'était pas natif à ce moment-là pour moi. C'est devenu évident quand j'ai commencé à être dans des structures plus grosses et dans des choses où mes premières sensations d'entrepreneuriat, c'était de sauver des boîtes. C'était pour moi une forme d'entrepreneuriat aussi. Merci Philippe. Un dernier mot peut-être ? Merci à toi, Antonin. C'est toujours intéressant de parler de l'aventure Everdye, et puis merci parce que c'était des regards un peu nouveaux sur ce que je vis actuellement, et c'est aussi bien à travers ce genre de podcast de prendre un peu de recul. Merci, à très vite. Merci.